Sarkozy traqué ou suspect? C'est la question dont débattent Renaud Dely du Nouvel Observateur et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Écoutez, si ça n'est pas une traque, en tout cas ça y ressemble fort. Il y a un dispositif incroyable, à mon avis sans précédent, qui a été mis en place pour poursuivre Nicolas Sarkozy. Il y a, je crois, aujourd'hui 5 instructions qui sont ouvertes, peut-être 6, bientôt 7, avec des juges d'instruction, au total une dizaine, qui ont mis en place un dispositif extrêmement bien fait, avec des écoutes qui permettent d'ouvrir une affaire derrière l'autre. Quand une affaire se dégonfle, l'affaire Bettencourt, l'affaire Karachi, on en ouvre une autre. Et à côté de ça, il y a un gouvernement qui accompagne de façon extrêmement organisée ce dispositif. Je vous donnerai quelques exemples. C'est la circulaire pénale du 31 janvier, où Christiane Taubira dit au procureur « Faites-moi remonter toutes les affaires délicates ». C'est le procureur général de Paris qui est écarté à la même fin du mois de janvier parce qu'il n'est pas dans la bonne ligne. C'est un nouveau procureur financier qui est installé. Et dans la première affaire, surprise, et justement, d'ouvrir une instruction contre Nicolas Sarkozy. Non, je crois que c'est à la fois plus compliqué et plus simple que ça. Il y a un effet cumulatif ces derniers jours, ces dernières semaines, qui est effectivement spectaculaire, bien sûr. Mais alors, déjà, il faut regarder sur les 3 affaires qui viennent de sortir en 2 semaines. Il y en a 2 où il n'y a pas de procédure judiciaire en cours. Qu'il s'agisse de la fameuse affaire Copé, Big Malion, la surfacturation de la campagne de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de procédure judiciaire en cours. Il n'y a pas de complot des juges ou des politiques. Qu'il s'agisse des fameuses cassettes de Patrick Buisson, il n'y a pas plus de complot ni de la justice, ni de la gauche au pouvoir. Là, c'est un règlement de compte interne à la famille politique de Nicolas Sarkozy. Pour ce qui est de l'affaire en cours, des graves accusations qui pèsent sur Nicolas Sarkozy, puisqu'il y a l'ouverture d'une enquête pour trafic d'influence, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a profondément changé, c'est que Nicolas Sarkozy est redevenu injusticiable comme un autre, depuis qu'il n'est plus président de la République. Ça, c'est un fait. Donc, depuis sa défaite en 2012, il n'est plus protégé par ce statut pénal du chef de l'État qui avait vocation, tendance, disons, à transformer la fameuse immunité du chef de l'État en quasi-impunité. Ce qui fait que toutes les affaires qui ont stagné, sur lesquelles les instructions ont piétiné pendant des années du fait du statut du chef de l'État, effectivement, la justice reprend son cours, suit son cours et ces affaires se déroulent. Dans l'affaire Bettencourt, il a obtenu un non-lieu, très bien, cette affaire est close. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre d'instructions qui se poursuivent. Je pense que ce qu'il faut, c'est laisser la justice faire son travail dans ces affaires-là, dès lors que Nicolas Sarkozy est redevenu un justiciable ordinaire. On laisserait la justice faire son travail si elle le faisait dans des conditions normales. Vous avez vu la levée de boucliers sans précédent des avocats. Pas sans précédent. Mais si, jamais on avait vu une mobilisation d'une telle importance, y compris chez les avocats qui sont de gauche, pour dire, et je cite le Conseil national des barreaux, il y a eu un détournement de procédure dans cette histoire avec les écoutes. Autre chose, vous dites, Nicolas Sarkozy est un justiciable comme un autre, mais c'est une légende urbaine ce truc. Il n'y a pas un justiciable en France qui fait l'objet d'une telle mobilisation de la justice et de la police. Vous avez vu les dispositifs qui ont été mis en place pour les perquisitions chez l'avocat de Nicolas Sarkozy, chez lui, chez sa femme, à Paris, à Nice, chez son fils. Il y a de toute évidence, je ne dis pas un acharnement, mais une volonté absolue de trouver quelque chose. Ensuite, vous dites, c'est une affaire derrière l'autre. C'est pas complètement vrai, parce que dans l'affaire Bettencourt, il n'y avait rien. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais réussi à prouver un financement illégal de sa campagne de 2007. L'affaire Kadhafi, c'est la même chose. On accusait Kadhafi d'avoir financé la campagne de 2007. Si on n'a rien trouvé pour Bettencourt, pourquoi trouverait-on quelque chose sur Kadhafi? Parce qu'il semblerait, mais il ne faut pas procéder par amalgame, il semblerait que les juges aient trouvé des choses sur ces fameuses écoutes. Mais il ne faut pas procéder par amalgame, c'est-à-dire que le fait que ces affaires se déroulent aujourd'hui n'est pas lié à un statut particulier. Nicolas Sarkozy, quand vous dites on n'a jamais déployé autant de moyens, mais c'est faux, il suffit de regarder un peu le fonctionnement de la justice, c'est traditionnel, ces perquisitions, ça arrive, y compris avec des moyens humains considérables, ça arrive dans des tas d'affaires. Quant à la mobilisation des avocats, c'est normal, elle est légitime, ils sont dans leur rôle. Que les avocats se protègent, se défendent les uns les autres et défendent les droits de la défense, c'est absolument normal. Au jour, à l'heure où on parle, rien ne permet d'indiquer que ces écoutes ont été effectuées de manière illégale. Donc il faut en rester aux faits et au droit. Il est normal que les avocats protestent. Pour l'instant, ces écoutes, semble-t-il, ont été effectuées de façon légale. Par ailleurs, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne fais pas d'amalgame quant à l'éventuelle suspicion qui plane sur Nicolas Sarkozy. C'est pas parce que M. Bismuth, c'est ça, M. Paul Bismuth, c'est le nom sous lequel, visiblement, il conversait avec son avocat, aurait eu des propos avec M. Herzog qui laisserait attendre, qui laisserait penser qu'il puisse y avoir un trafic d'influence. C'est pas parce qu'il a acheté un autre téléphone sous un autre nom que tout ça produirait par nécessité
une forme de culpabilité. Un trafic d'influence. C'est vrai que ce sont des pratiques tout à fait ordinaires et quand on n'a absolument rien à craindre ou rien à se reprocher, on agit de la sorte. Il est certain que quand vous êtes sur écoute de tous les côtés et que vous ne pouvez même plus converser avec votre avocat de façon confidentielle, ce qui est l'une des bases du système de défense français, oui, effectivement, vous essayez de contourner le dispositif. Maintenant, puisque vous parlez de normalité, moi je vais... C'est le bâtonnier, c'est vrai. Le bâtonnier de Paris a été prévenu de ces écoutes. En tout cas, le précédent, pas celui actuel. Puisque vous parlez que le précédent n'ait pas informé le suivant des affaires en cours dès lors que Maître Sûr lui a succédé. Mais vous parlez de ces écoutes, puis si elles étaient si normales, pourquoi la garde des Sceaux, ministre de la Justice, au journal de 20h de TF1 aurait menti aux Français, puisqu'elle-même a dit « je n'étais pas au courant de ces écoutes » et que le Premier ministre lui-même a dit « non, c'est faux, nous étions au courant ». Si les choses étaient aussi naturelles que cela, pourquoi est-ce que un des principaux ministres du gouvernement mentirait de la sorte ? Ce qui paraît logique, c'est que, effectivement, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, le gouvernement a été informé dès lors qu'il y a eu l'ouverture d'une nouvelle enquête pour trafic d'influence. Alors pourquoi Taubira a-t-elle menti à votre avis ? Donc le 26 février. Donc en l'occurrence, elle aurait dû reconnaître ça. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas reconnu. Le Premier ministre explique qu'il ne connaît pas le contenu. Par ailleurs, si jamais nous sommes d'accord sur le fait que le gouvernement a été mis au courant le 26 février dès lors que l'enquête a été ouverte pour trafic d'influence, ça veut dire donc qu'il n'était pas au courant, et c'est heureux, du mois d'avril 2013, date à laquelle on commençait ces écoutes, jusqu'au 26 février 2014. Donc c'est bien la preuve que la justice a travaillé de façon indépendante. Sauf si Mme Taubira n'a pas dit toute la vérité sur ce registre-là aussi. Là encore, vous procédez par amalgame. Non, je me réfère simplement à des faits qui ont été avérés, de la même façon que je ne comprends pas que le Premier ministre et le ministre de la Justice soient au courant d'une affaire et que le ministre de l'Intérieur, patron de la police qui procédait à ces écoutes, lui vient de nous dire qu'il était au courant de rien. Mais attendons de voir, mais là encore, ne faisons pas les réponses aux questions dont nous n'avons pas justement les solutions. Ne procédons pas par amalgame. Eh bien, on se reparlera de ça. Absolument.